Un plateau, deux invités, seuls devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule. Alors on commence par vous, présentez-vous. Je m'appelle Marc Dufumier, je suis professeur d'agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech et mes recherches portent sur la comparaison des agricultures en concurrence sur le marché mondial. Et je suis aussi membre du comité de veille écologique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Même question, qui êtes-vous ? Alors, je suis Marc Bletcherton, je suis agronome. Je suis professeur émérite de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Je m'intéresse de plus en plus aux questions d'économie des ressources naturelles. Je suis également président d'ONG, d'appui au développement local, au développement villageois en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti. Alors moi, je dirais que le sol, c'est une affaire d'aménagement du territoire, parce que le sol est d'une part l'élément essentiel à la production agricole, essentiel aux activités d'élevage et de foresterie, et tout ce qui concerne le milieu naturel et les différentes fonctions des écosystèmes, mais c'est aussi le support de la vie humaine, parce que c'est sur le sol qu'on bâtit nos villages, et surtout maintenant nos villes, qui sont en pleine expansion. Par ailleurs, le sol se dégrade, c'est vrai, donc ça pose un tas de problèmes. Ce qui se passe dans beaucoup de cas maintenant, ce sont des conflits autour de l'usage des sols, des conflits d'accès, des conflits de propriété des sols, parfois des problèmes liés à l'enchérissement du prix des sols, il ne faut pas oublier cet aspect. Donc la question des sols est en soi importante, à la fois pour l'agriculture et pour la vie des hommes en général. Quand le sol se dérobe, l'expression, je ne sais pas si elle est très juste, mais le fait est que dans un très grand nombre de cas, le sol s'érode, par exemple, que le sol est pollué. Et l'un des gros problèmes aujourd'hui sur notre planète, c'est que les potentialités de production de ces sols, de ces terrains agricoles, tendent à diminuer alors que la population est croissante. Et là, il y a là un défi qu'il nous faut relever de toute urgence. Alors bien sûr, le sol est encore vivant parce que le sol est une construction humaine. C'est les sociétés d'agriculteurs, d'éleveurs qui ont depuis des siècles, voire des millénaires, eu une relation forte avec le sol sur lequel ils habitent et sur le sol duquel ils tirent leur subsistance. La grosse difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est que beaucoup d'équilibres ont été rompus, notamment dans le monde tropical, intertropical, dans les pays arides, semi-arides. Depuis 50 ans, on assiste à des doublements, des triplements, des quadruplements de population, sans changement du mode de culture. Alors, il en résulte, par exemple, pas trop d'apport de matière organique, encore moins d'apport d'engrais minéraux. Donc, de récolte après récolte, le sol s'épuise. D'autre part, la couverture végétale a diminué. Alors, il faut imaginer qu'aujourd'hui, avec, disons, un peu les modifications du climat qui arrivent, les pluies sont de plus en plus violentes, les vents sont de plus en plus violents. Alors, vous imaginez l'impact de grosses gouttes d'eau sur un sol à nu. S'il y a 1 ou 2% de pente, le sol fout le camp. Donc, il y a des risques d'érosion considérablement accrus depuis 10, 20 ou 30 ans. Et la capacité productive diminue. Et les revenus des gens qui vivent de cette capacité productive diminuent. Moi, ce qui me paraît important de dire, effectivement, c'est que les sols agricoles sont le substrat d'un écosystème, d'un agroécosystème aménagé par les sociétés humaines. Et ces agroécosystèmes, c'est du vivant. C'est des plantes domestiques, c'est aussi des plantes sauvages. Il y a des animaux domestiques, il y a aussi de la faune sauvage. Et c'est ça le monde vivant qu'aménage la société pour mieux se nourrir, pour mieux se vêtir.
Et pour ce monde vivant-là, il faut que le sol reste vivant. Dans le sol lui-même, il y a des êtres vivants, il y a des champignons, il y a des microbes, il y a des vers de terre. Et maintenir ce monde vivant à l'intérieur même des sols, et en particulier dans la couche arable, c'est absolument vital pour qu'à la surface, on maintienne les potentialités productives de ces agro-écosystèmes. Le problème, il est que précisément, on a tendance à faire évoluer notre agriculture vers une agriculture qu'on dit de plus en plus industrielle, c'est-à-dire que les écosystèmes qui sont sur ces terrains agricoles sont de plus en plus aménagés de façon à favoriser des économies d'échelle. Les gens qui amortissent, qui veulent amortir leurs gros équipements, ont tendance à spécialiser leur système de production. C'est-à-dire que là où il y a des moissonneuses-batteuses, on ne fait plus que des céréales. Là où il y a des salles de traite, on ne fait plus que de l'élevage. Et c'est précisément cette industrialisation, entre guillemets, de l'agriculture qui fait qu'on maltraite ces sols. Oui. Et à force donc d'y épandre des pesticides, des engrais de synthèse et autres, on finit par détruire la biologie de ces sols qui est pourtant fondamentale. On va voir qu'il est indispensable de maintenir par exemple un taux d'humus dans les sols pour retenir l'eau pour qu'elle soit accessible aux plantes. Et précisément à force de mécaniser, à force de labourer, à force de minéraliser cette matière organique, de ne plus reproduire le taux d'humus, de détruire aussi cette microbiologie qui importe, eh bien, on finit par perdre dans les potentialités productives. Oui, alors ça veut dire que la vie des sols diminue et qu'il y a danger pour ces sols. Et si on va si on examine les systèmes de production moins intensifs, moins productifs d'ailleurs, on s'aperçoit que sous la pression humaine, tout devient cultivé. Les systèmes à jachère qu'on connaissait en Afrique, par exemple, qui est de la jachère, c'était le repos de la terre pendant X années. Maintenant, il n'y a plus de jachère. Donc, il n'y a pas de reconstitution de la vie des sols. Il n'y a pas le temps pour que, justement, cette vie organique, cette vie des micro-organismes se reconstitue. On recultive d'une année sur l'autre. Et ce faisant, on détruit le potentiel. Et c'est difficile d'en vouloir aux paysans qui font ça, parce que ces paysans n'ont pas d'autres ressources que leur sol, l'eau qui tombe du ciel, parce que les systèmes irrigués, c'est compliqué, il n'y en a pas beaucoup, et le matériel végétal dont ils disposent sur place, c'est-à-dire leur propre variété cultivée. Néanmoins, je crois qu'il y a quelques raisons d'espérer, et y compris quand on parle d'agriculture intensive, je crois qu'il ne faut pas s'interdire de pratiquer une agriculture qui fasse un usage intensif des rayons du soleil, parce qu'on oublie de dire que les calories qui nous animent, ça vient de la photosynthèse, et le soleil est une ressource naturelle renouvelable, que pour fabriquer des protéines, les constituants de notre corps, il faut de l'azote, et on le trouve assez curieusement dans l'air, et que là aussi 80% d'azote dans l'air, c'est quasiment inépuisable. Et donc il est possible de pratiquer une agriculture intensive qui fasse un usage intensif de ces ressources naturelles renouvelables, même les éléments minéraux. Si on fait un usage intensif des éléments minéraux qui sont libérés quand, dans le sous-sol, la roche est altérée et libère son calcium, son potassium, son phosphore. Si par des voies, on va dire, écologiquement intensives ou intensément écologiques, on va les chercher en profondeur. Les arbres de la haie, les arbres du pommier dans la prairie, va aller chercher ces éléments minéraux, le fixer dans ses feuilles. Les feuilles vont tomber à même le sol. Et restituer. Ça restitue ces éléments minéraux dans la couche arable. La plante a fixé du carbone. Il y a trop de gaz carbonique dans l'air. Donc plus on fait un usage intensif de ce carbone piégé dans le gaz carbonique, gaz à effet de serre, qu'on le fixe dans la biomasse, que les feuilles mortes retournent vers le sol et que ça nous permet de reconstituer l'humus, motif d'espoir, oui, il y a des formes d'agriculture moins industrielles, plus artisanales, plus soigneuses, mais très savantes, qui permettent précisément de faire un usage intensif des ressources naturelles renouvelables et par contre faire l'usage le plus économe de l'énergie fossile et des agrotoxiques qui pourraient être préjudiciables au sol. Le problème aujourd'hui, donc, c'est de non seulement nourrir les 7 milliards d'habitants que nous sommes, alors que nous savons très bien qu'il y en a 1 milliard qui sont sous-alimentés et mal alimentés, que demain il va falloir nourrir 8, peut-être 9 milliards d'habitants sur notre planète. Alors on entend des cris alarmistes, jamais on pourra... Moi je pense qu'on pourra, absolument, avec de meilleurs usages complémentaires de l'utilisation des sols. On a souvent opposé les agriculteurs et les éleveurs.
alors qu'en réalité, il y a de très bonnes associations agriculture-élevage où les troupeaux viennent participer à la fumure naturelle des sols. Ce qu'il peut y avoir, et ce qu'il y a déjà, ce sont des conflits d'accès à ces sols. Parce que quand la population augmente, alors certes, il faut songer à des pratiques culturelles de meilleure qualité, mais il y a souvent des conflits d'accès. Oui. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas sûrs de cultiver l'année prochaine la parcelle qu'ils cultivaient aujourd'hui, cette année. Donc il y a un premier aspect qui n'est pas dû au milieu naturel, mais qui est cette fois-ci dû à l'organisation de la société des hommes. Nous, en Europe, nous avons des cadastres, nous avons un héritage des Romains, puis ensuite de Napoléon. Toutes nos parcelles sont enregistrées. Quand il y a un changement de propriétaire, tout est enregistré, on paye un impôt sur ces parcelles. Dans beaucoup de pays dans le monde, il n'en est pas de même. Ce n'est pas le cas. Alors, je peux citer par exemple un certain nombre de pays africains où la propriété du sol est une propriété, je dirais, commune ou collective. Le sol est un bien public ou un bien commun. Et l'usage des sols est attribué à des familles. Ça n'est pas une propriété privée. Or, il y a quand même de nombreux économistes, même un prix Nobel d'économie récent, Elinor Ostrom, qui ont bien montré qu'on pouvait correctement utiliser cette notion de propriété commune avec attribution de droits d'usage à des familles. Absolument. Pour bien valoriser les sols et limiter les conflits. Mais nous, on est arrivé en superposant notre droit foncier. Voilà, notre droit foncier, entre guillemets, occidental. Et ça a été une source de conflit. Il y a des gens qui tentent de s'approprier des terres, notamment des urbains, et en disant « Ah, mais j'ai cadastré, donc cette parcelle est à moi ». Et je suis complètement d'accord. Je pense que le problème, il est là. Si on regarde à l'échelle planétaire, dans un très grand nombre de pays, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, ou même chez nous, si on regarde la sous-utilisation en fait, agricole de ces sols, regardons tous les rayons du soleil qui tombent à terre, qui ne tombent pas sur de la végétation pour la photosynthèse. Regardons l'azote de l'air qui pourrait être utilisé par des plantes de la famille des légumineuses pour fabriquer des protéines. On découvre que nos sols agricoles à l'échelle planétaire sont finalement très largement sous-utilisés. Oui, donc on pourrait nourrir facilement, non, politiquement parlant, les 9 milliards d'habitants que nous serons en 2050, mais potentiellement, il y a les méthodes. Et c'est souvent pour des raisons d'accès au foncier, d'accès à ces terrains agricoles, que les terrains sont soit sous-utilisés, la précarité de la tenure foncière font que les gens vont cultiver strictement à court terme et ne mettent pas la couverture végétale la plus importante et la plus permanente possible parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir en bénéficier ultérieurement des avantages. Et dans certains pays, prenons l'Amérique latine où il y a des grands domaines, on se retrouve avec des tout petits paysans qui bénéficient que de toutes petites parcelles. Ils voudraient faire une agriculture la plus intensive, c'est-à-dire la plus hautement productive à l'hectare, et ils n'ont pas les moyens, trop pauvres, de reproduire l'humus des sols, d'avoir accès à du fumier, la charrette, et cela. Et juste à côté, de très grandes exploitations, et les gens, au nom des économies d'échelle, j'ai une moissonneuse-batteuse, je veux l'amortir au plus vite, je fais d'économies à grande échelle, cultivent en ligne, les rayons du soleil tombent entre les lignes pendant de nombreux mois, ces terrains sont sous-utilisés uniquement parce que leur désir, ce n'est pas forcément de produire plus à l'unité de surface, mais de maximiser leur taux de profit. La faute à l'agriculture, dans certains cas, oui. On va prendre l'exemple bien connu de la Bretagne, qu'on va pouvoir peut-être développer un petit peu, où c'est vrai que les excès d'utilisation de pesticides ou d'engrais à haute dose font que, par exemple, l'eau n'est plus potable dans certaines communes et qu'on a beaucoup de mal à dépolluer l'eau pour qu'elle soit potable. Mais par ailleurs, quand on veut se lancer dans des opérations de restauration des milieux, des sols qui sont abîmés, il est évident que c'est l'agriculteur qui va être le propre acteur de cette restauration. Alors dire que l'agriculteur dégrade, peut-être, mais il faut dire aussi avec force que celui qui restaure, qui entretient le milieu naturel, c'est aussi l'agriculteur. Moi, je crois que ce qu'il faut montrer, c'est qu'un très grand nombre d'agriculteurs, dans une économie de marché, parfois
pour reproduire au mieux leurs conditions d'existence et parfois même pour nourrir justement leur famille, font au fond ce que cette économie de marché leur dicte. Ils sont un peu coincés entre des agro-industries qui leur donnent un cahier des charges un peu standard, entre un matériel génétique quand même qui s'est considérablement réduit, parce qu'à force de leur dire prenez des variétés améliorées, prenez des races animales améliorées, la possibilité de faire des systèmes de production très diversifiés, c'est quand même considérablement réduit. Ils se sont exagérément spécialisés. Alors en Bretagne, le drame, c'est qu'il y a beaucoup trop d'animaux, beaucoup trop d'élevage, et l'azote de l'air qu'on a été chercher au Brésil, qu'on a importé sous la forme de soja, qu'on a donné à nos animaux, ces animaux quand même urinent, et les nitrates de l'urine polluent nos nappes, ça fait des algues vertes sur le littoral breton, et très honnêtement, les agriculteurs bretons, parfois très endettés, qui ont fait qu'au fond que ce qu'on leur a demandé, ne supportent pas d'être stigmatisés et montrés du doigt. Et cependant, ils ont tort, parce que moi je rejoins un peu l'idée, que la FNSEA parfois a tort de nier les faits. Il faut reconnaître les faits. Oui, l'agriculture est pour une large part responsable de l'excès de nitrates dans nos nappes et de l'excès d'algues vertes sur le littoral breton. Mais ce n'est pas forcément la faute des agriculteurs, c'est la faute de tout un système qui les a amenés à faire ça. Et quand on pense, alors que dans le bassin parisien, où là il y a des excès de céréales, là où il n'y a pas d'élevage, là où il n'y a pas assez de fumier, là où du coup la fertilisation azotée, il n'y a pas assez d'urine d'animaux et on y met de l'urée, et l'urée c'est de plus fabriqué avec du gaz naturel russe ou norvégien. Donc là on a quand même tout faux. C'est vrai que par moments on marche un peu sur la tête. Si on prend l'exemple de l'élevage, on n'arrive plus à nourrir les animaux avec simplement la production fourragère des prairies. On leur donne des compléments alimentaires. Et puis après, de toute façon, on ne fait plus de prairies, on fait de la céréale, c'est plus simple, et on achète les aliments du bétail. Alors on est encore plus soumis aux lois du marché, à la pression des fournisseurs. Du coup, les farines animales et l'encéphalite, la vache folle, hein, c'est pas par hasard si c'est arrivé. Oui, et l'éleveur, il y est pour rien. Hein. Et je crois qu'il faut être très clair par rapport notamment aux protéines végétales dont se nourrissent les animaux. On n'est pas forcément contraint de devoir l'importer depuis le Brésil sous la forme de soja. On pourrait produire chez nous des prairies. On connaît les luzernes, on connaît les trèfles, on connaît les sainfoins, on connaît les lotiers, les plantes de la famille des légumineuses qui pourraient servir de fourrage à nos animaux et leur fournir en azote et qui pourraient servir à la fertilisation azotée pour les plantes qui vont suivre. Ce serait possible, mais ça supposerait que chez nous, on remette des rotations dans lesquelles les légumineuses seraient le précédent de culture qui serait le blé, les colzas et les céréales. Mais ça veut dire aussi qu'il faudrait remettre de l'élevage dans le bassin parisien, c'est-à-dire trouver un débouché pour ces luzernes, ces sainfoins, ces lotiers et ces trèfles, et qu'il faudrait peut-être éventuellement qu'en Bretagne, les animaux reposent sur de la paille et qu'on remette des céréales en Bretagne. Oui. Il nous faut rediversifier notre agriculture, réassocier agriculture-élevage et réhabiliter le fumier, un point sur lequel je suis un ardent défenseur. Oui, mais absolument. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est de voir comment tout ça s'est passé en une quarantaine d'années. Moi, il me paraît que dans la recherche de responsables, au fond, de ce qui nous arrive, les agriculteurs ne supportent pas d'être stigmatisés, ils n'ont fait que ce qu'on leur a demandé. Ça, je crois, dépend un peu des agro-industries, mais on oublie trop souvent aussi qu'on leur a mis au point des variétés améliorées qui sont capables d'avoir de hauts rendements à l'unité de surface, mais toujours à la condition de mettre beaucoup d'engrais de synthèse et de les protéger par des pesticides. Et ces pesticides, cet excès de pesticides qui cause de graves dommages dans nos sols, proviennent pour une large part de toute une recherche agronomique qui a plutôt mis en avant la capacité de quelques variétés, mais même le mot variété ne mérite pas son nom tellement c'est peu varié, à très haut potentiel génétique de rendement à l'unité de surface, mais qui suppose, pour travailler à pleine capacité, qu'on les inonde de ces fongicides, herbicides et autres. Alors c'est un petit peu justement la limite de ce qu'on a appelé la révolution verte, notamment en Inde, où il faut bien reconnaître que la mise au point de variétés, je reprends le terme, de variétés de riz à plus fort potentiel que les riz locaux, a dû s'accompagner d'une meilleure maîtrise de l'eau et surtout d'un apport en engrais chimiques important. Alors c'est vrai que la production a augmenté. L'Inde est devenue un pays très fortement producteur de céréales
parce qu'il y a du riz, mais il y a aussi du blé, comme la Chine. Mais on sent aujourd'hui les limites atteintes par cette révolution verte, parce qu'elles sont dues à des problèmes d'eau, des problèmes de salinité des sols, parce qu'à force d'irriguer sans trop de précautions, le sol se sale progressivement, et beaucoup de sols sont, je dirais, un peu empoisonnés par cette salinisation. Beaucoup de sols deviennent, un petit peu comme en Europe, moins productifs parce qu'on les a trop dotés d'engrais chimiques. Je ne veux pas faire le procès des engrais chimiques parce que dans des pays où il n'y avait pas d'apport en fertilisants, peu d'apport en fertilisants chimiques a permis de faire des bons de production importants et fait que il y a plus d'1 milliard d'habitants maintenant en Inde. Les 3/4 mangent à peu près. Il est même arrivé que l'Inde exporte des céréales. C'est peut-être pas le but de la manœuvre. Je crois qu'on peut distinguer quelques grands types de situations, mais il y en a où effectivement, d'abord, on a des niveaux de rendement encore assez dérisoires, de productivité du travail assez dérisoires parce que les gens sont sous-équipés. Et fort heureusement, c'est là aussi il y a encore des surfaces cultivables. Mais il est important pour ces sociétés, me semble-t-il, d'essayer de trouver avec eux et de les aider, eux, à innover pour effectivement faire un usage plus intensif des ressources naturelles renouvelables et produire plus à l'unité de surface sans détériorer le sol par des voies qui seraient couverture végétale la plus permanente possible dans l'année et dans la journée, des plantes qui transpirent le plus longtemps possible dans la journée, c'est-à-dire à l'abri des vents et donc à l'abri de haies et donc avec des brise-vents. Ou d'arbres d'ombrage. Ou d'arbres d'ombrage. Et ça ressemble un petit peu effectivement à des associations culturales, plusieurs espèces, plusieurs variétés dans un même champ, à de l'agroforesterie ou de la culture sous parc arboré. Il y a des exemples donc très clairs qu'on connaît l'un et l'autre. Absolument, au Niger, oui. Où le rendement en mil et sorgho sous un arbre, qui est une légumineuse précisément, l'Acacia albida, les rendements sont 2,5 fois supérieurs à ce qu'ils sont là où il n'y a pas d'Acacia albida, et ceci par des voies agroécologiques, c'est-à-dire sans engrais chimiques aucun. Absolument. Et très clairement, les voies de progrès sont plutôt dans le sens vers l'agroécologie. Oui. Et pour reprendre alors les sociétés qui ont peut-être reproduit un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire cette fameuse révolution verte avec des guillemets, où on a peut-être trop intensifié quand même en produits chimiques, pesticides et autres, et notamment dans les rizières. Alors le cas de la rizière de Chine et d'Asie du Sud-Est, c'est passionnant. D'abord parce que ce sont des sols qui ont été aménagés par l'homme. La rizière est l'archétype de quelque chose qui n'est pas du tout naturel. C'est une construction totale, parfois même gagnée sur la mer dans les réseaux de delta. Et voilà des sols qui ont une vraie créativité humaine que malgré tout aujourd'hui, et pas seulement un sol, l'écosystème qui repose sur ces rizières, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, il y a des grenouilles, il y a des poissons. Et précisément, il y a un apport d'eau. Il y a un apport d'eau. Et précisément, le problème, c'est qu'en misant parfois que sur le riz, on a un peu détruit les autres êtres vivants de cette rizière. Et il nous faut faire aujourd'hui le bilan global. Et on découvre aujourd'hui, malheureusement, que les rendements très élevés obtenus par cette agriculture très hautement chimisée commencent à décroître très lentement. Ouais. Et donc là, il y a un autre défi qui est de savoir si dans une agriculture qu'on a très hautement chimisée et très peu motomécanisée, est-ce qu'on pourra avoir de tels niveaux de rendement via une agriculture plus agroécologique inspirée de l'agroforesterie. Là, il y a un vrai défi. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, pour abonder dans ce sens, je dirais, de l'agroécologie, c'est que dans beaucoup de pays où les terres ont commencé à se dégrader pas mal, il y a des investissements à faire. Ils ne sont pas énormes. Hein. On les a mesurés. On a fait depuis quelques années un certain nombre d'enquêtes en investissement humain et en investissement en capital. On sait le nombre de journées de travail qu'il faut pour restaurer un hectare ou éventuellement céder un petit peu de quelques matériaux. On sait quel est le matériel végétal qu'il faut, les pépinières qu'il faut pour produire des plants pour revégétaliser le milieu. Et on aboutit à des coûts qui sont de l'ordre de 100, 200, maximum 300 € à l'hectare pendant 2 ou 3 ans. Ce ne sont pas des sommes considérables. Mais la question de base, c'est que les 500 millions ou le milliard
c'est quand même à ce niveau-là, hein, d'agriculteurs qui sont prêts à faire cet effort, ils n'ont pas un sou. Alors, moi, je pose le problème, où va-t-on trouver ces 200 ou 300 euros par an pendant 2 ou 3 ans? Parce que, je vais terminer là mon petit couplet économique, l'aide publique au développement française, européenne, il n'y en a que 5% qui va à l'agriculture. Très honnêtement, je pense, mais je sais que ce n'est pas encore totalement admis dans notre communauté, il n'y a pas d'autre issue que de permettre au gouvernement de ces pays de protéger leur agriculture vivrière par des droits d'âne conséquents, de faire en sorte que quand ils vendent leurs maigres produits, Oui. ils soient bien rémunérés. Donc, et là, c'est tout de suite directement dans la poche des agriculteurs. Il est aussi possible, éventuellement, de taxer tout ce qui n'est pas vertueux, le carbone, les engrais azotés de synthèse, pour favoriser, au contraire, l'utilisation d'énergie solaire et la fixation biologique de l'azote de l'air. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'à l'échelle paysanne, les investissements qui sont nécessaires pour passer à une agriculture, on va dire, intensément écologique ou écologiquement intensive, exigent du capital, mais c'est parfois beaucoup moins que celle de l'agriculture industrielle qui leur a été proposée. Mais totalement. Ça, la charrette, le fumier. Alors, il faut avoir accès à la traction animale, il faut quand même pouvoir avoir le parc, il faut pouvoir transporter les pailles et ensuite transporter le fumier. Et c'est pour ça que je crois que plus encore que de l'aide extérieure qui, au fond, n'arrive pas vraiment, ce type de protection est la plus à même d'aider les agriculteurs à faire ça. Alors, je reviens quand même sur un autre point. Oui, parce que je voudrais revenir sur les garanties. Les scientifiques, nous devons accompagner ces innovations paysannes. Le fait que nous sommes souvent trop spécialisés dans nos différentes disciplines et que nous avons quand même parfois une capacité de lobbying, par exemple, dans les instituts de recherche, y compris en France, quand se décide des affectations de budget. Quelle est la part de budget qui va à l'agroécologie ? Quelle est la part de budget qui va à la génétique moléculaire et aux OGM ? Or, les OGM, au-delà des risques éventuels de cette pratique, c'est qu'en fait, c'est la dernière des courses en avant dans le tout génétique qui est à l'origine du fait qu'on a quelques variétés qui nous ont amenés à utiliser des engrais de synthèse et des pesticides. Et en plus, j'ajouterais que ne cultiver que quelques variétés, c'est s'exposer à des dangers graves s'il y a une attaque subite. Absolument. Si on n'a qu'une variété, toute la variété va y passer. Et ce n'est plus seulement quelque chose modélisé par les chercheurs, c'est quelque chose d'aujourd'hui totalement avéré. L'existence de mauvaises herbes résistantes à l'herbicide total, l'existence de variétés de cotonniers désormais qui sont attaquées par des chenilles résistantes à la toxine qu'on a mis dans le maïs, c'est précisément ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc finalement, c'est une fuite en avant. Et il faut revenir par une plus grande biodiversité culturelle, par un plus grand nombre de races animales. Et il y aura aussi une plus grande biodiversité spontanée. On retrouvera des abeilles, on retrouvera des coccinelles, on retrouvera du miel. Nos poiriers seront fécondés. Il y aura moins de pucerons, on aura besoin de moins de pesticides et nos sols seront protégés. Et cette biodiversité, finalement, est une garantie pour une meilleure adaptation à tous les changements climatiques à venir. Changements climatiques qui vont se traduire par, vraisemblablement, des phénomènes climatiques de plus en plus irréguliers, des pluies de plus en plus violentes, des épisodes de sécheresse de plus en plus intenses. Et c'est cette alternance qui est mauvaise. Parce que globalement, on ne va pas manquer d'eau. La pluviométrie ne va pas diminuer, mais elle va être totalement erratique. Mais je voudrais revenir à la question des prix. C'est certain que la meilleure façon de garantir un rôle positif aux agriculteurs, c'est de leur acheter leur récolte à des prix relativement stables. Alors, on est un certain nombre en France, en Europe, et dans ces pays avec lesquels nous coopérons, à militer pour, on ne va pas dire une politique agricole commune, mais la politique agricole commune, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, on est obligé de constater que depuis 1960, ça a garanti un prix plancher des céréales, notamment aux agriculteurs. Or, dans les pays dont nous parlons, au sud du Sahara, ou même au nord du Sahara, il n'y a pas de prix garanti. Et un sac de mil, ça varie du simple au double d'un jour à l'autre. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, il n'y a pas un agriculteur qui va parier sur l'avenir. Parce que quand nous sommes un certain nombre à se faire l'avocat
de ces zones de prix stables, on nous répond non, c'est le marché qui définit les prix. Alors, Et là, il y a un dialogue de sourds total. juste pour nuancer, cet éloge de la politique agricole commune, c'est la politique... Pas forcément un éloge, c'est une source d'inspiration. d'inspiration. Mais je pense que c'est un éloge, c'est la politique agricole commune de ses débuts, à l'époque où les agriculteurs étaient protégés par des prix stables. De ses débuts, oui. Et c'est cette politique agricole commune de ses débuts qu'il pourrait être utile, on pourrait s'en inspirer dans les pays du Sud. Surtout que vous savez, dans les pays du Sud, les gens font la traite à la main, ils fauchent encore à la faucille, et ils sont concurrencés par nos robots de traite ou nos salles de traite, ils sont concurrencés par nos moissonneuses-batteuses, et on est dans des conditions de productivité extrêmement inégales. Différentes. Et c'est bien ça, mettre en concurrence sur un même marché mondial des gens qui travaillent la main et des gens qui sont bénéficiaires des de machines, c'est une très très grave erreur. Oui. Il nous faut revenir, je pense, dans un peu tous les pays, à une agriculture plus diversifiée, et ça n'ira pas sans protection dans les pays, par exemple, d'Afrique, les plus pauvres d'Afrique. Et dans certains pays comme chez nous, d'abord, il nous faudrait appliquer au soja, le fameux azote qu'on va aller chercher dans l'air brésilien, qu'on apporte sous la forme de soja transgénique pour nourrir des cochons en surnombre en Bretagne. Il nous faudra un jour revenir aux légumineuses, revenir au trèfle, au sainfoin, au lotier pour nos ruminants, au pois fourragé et au févrole qu'on est capable de produire avec de l'azote français en circuit court sur le territoire français. Et au Brésil même, quand je dis aux Brésiliens qu'il y aurait urgence que l'Europe se protège de leur exportation de soja, la plupart des Brésiliens me disent « Mais vous savez, Monsieur Le Funier, on n'est pas très fiers au Brésil de produire du soja en monoculture pour nourrir vos cochons, pour nourrir vos volailles, du tourteau pour vous nourrir vos ruminants, alors que chez nous, au Brésil, il y a des gens qui ont faim. » Et ils me disent « On n'est pas très fiers non plus de produire de la canne à sucre spécialisée pour produire de l'éthanol pour abreuver vos voitures. » C'est-à-dire que partout dans le monde, on aurait intérêt à rediversifier nos systèmes de production, repratiquer l'association agriculture-élevage, refabriquer du fumier, réentretenir nos sols en humus, permettre la biologie des sols de s'épanouir. Ce serait profitable à toutes les nations du monde. C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. 2 invités dans ce même plateau, rien que pour eux.